Bonjour ou bonsoir, c'est selon bienvenue dans les visages de la recherche, 27e émission des hommes et des femmes créatifs, curieux et cartésiens qui explorent l'horizon de nos connaissances dans tous les domaines. Ma première invitée, Isabelle de Meestereux, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Maître de recherche FNRS ULB, spécialisation en reproduction humaine. Vous dirigez d'ailleurs ce laboratoire. Alors, vous êtes né dans une famille de scientifiques. Après des études de médecine, donc, l'oncologie, c'était une sorte d'évidence? Non, en fait, au départ, c'est surtout la reproduction en général qui était plutôt ce qui m'a amené à faire des études en gynécologie et pourquoi? puis en reproduction. Et par simple curiosité par rapport au phénomène de la grossesse et de partir d'une cellule et de devenir un embryon, c'était quelque chose quand même... De magique. De magique, exactement. Et l'oncofertilité, c'est arrivé après ma spécialisation, où j'ai eu l'opportunité de postuler pour un doctorat dans ce domaine qui était, à ce moment-là, tout à fait innovant, puisqu'il n'y avait rien en clinique et rien en recherche. En Belgique, c'était vraiment à ses débuts, et dans le monde aussi. Et d'ailleurs, la Belgique est devenue dans ce domaine. Donc vous êtes une vraie pionnière. On est en Belgique. Vous êtes une vraie pionnière. Oui. Alors, ce qui est aussi pas courant, c'est que vous mariez la recherche fondamentale et la clinique, puisque vous rencontrez des femmes qui ont eu des traitements de chimiothérapie, etc. Et finalement, la réalité, c'est que ces traitements sont toxiques et que les nouvelles molécules sont peu évaluées. C'est ça qui a été le déclic. Oui, en fait, le déclic, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'oncologie évolue et que maintenant, 80% des jeunes patients survivent de leur cancer, que le taux de cancer augmente chez les jeunes et que la question de la qualité de vie après est devenue fondamentale. Et donc, effectivement, le problème d'avoir des enfants après un cancer était presque une conséquence. De ne pas avoir des enfants après un cancer était presque une conséquence des traitements à accepter. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même offrir des solutions à ces jeunes patients pour constituer une famille. Alors, justement, pratiquement, quand une jeune femme apprend qu'elle a un cancer, comment est-ce que vous lui expliquez qu'elle peut encore espérer devenir mère un jour, l'équilibre entre espoir et incertitude? Alors, effectivement, quand on voit les patients qui sont référés par les oncologues au moment du diagnostic, c'est un moment très délicat, puisque c'est des patients qui sont fragilisés par l'annonce du diagnostic et par le fait que leur projet de vie est bouleversé. Le fait de leur parler de leur fertilité, mais ça parle de leur futur, donc c'est plutôt un effet très positif. Et la préservation de la fertilité, évidemment, offre un énorme espoir pour les patients, surtout qui reçoivent des traitements hautement toxiques pour leurs ovaires ou leurs testicules, et donc risquent vraiment une infertilité post-traitement. Quels sont les chemins aujourd'hui pour une jeune femme pour avoir un enfant après son ou ses traitements? Alors, il y a depuis une vingtaine d'années qu'on explore ce domaine des procédures qui sont devenues qui sont rentrées dans la pratique courante et qui sont plus considérées comme expérimentales, notamment la congélation des ovocytes. Si cette procédure n'est pas possible, on peut aussi congeler du tissu ovarien pour les jeunes femmes, qui est une technique plus innovante et qui est encore sujet à de nombreux projets de recherche pour l'améliorer, mais qui offre vraiment de grands espoirs pour la suite, puisqu'on a eu des enfants nés en Belgique suite à cette procédure, donc on prélève le tissu ovarien qu'on congèle, et si la patiente ensuite est en insuffisance ovarienne après les traitements et qu'elle désire une grossesse, on peut regreffer ce tissu ovarien pour qu'elle puisse récupérer des cycles ovariens. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, comment dirais-je, de relativement courant ou encore compliqué, ou ça va encore se développer et s'améliorer? Ce que vous dites. La procédure de congélation est quelque chose congélation, qui est je parlais tout à fait courante.
la procédure de réutilisation du tissu est quelque chose qui est encore fort étudié et qui peut encore être amélioré. C'est ça. Qui a encore ses limites et donc pour lequel on doit trouver aussi des alternatives pour certaines patientes qui ne peuvent pas Alors, accéder. votre recherche, est-ce que c'est aussi diminuer la toxicité de certains traitements et surtout trouver de nouvelles molécules? C'est ça aussi une partie de votre recherche? Ma recherche, effectivement, vise à trouver des nouvelles procédures pour préserver la fertilité. Ça passe effectivement par une meilleure connaissance de la toxicité des traitements, puisqu'on a peu de connaissances notamment sur les nouvelles molécules, quels sont les impacts sur la reproduction, c'est peu étudié. Donc, si on veut prévenir la toxicité, il faut l'évaluer. Et ensuite, quand on a mieux compris comment ces traitements induisaient une toxicité, on peut essayer de trouver des molécules qui vont diminuer cette toxicité. Et donc, c'est un des projets qu'on a au laboratoire, c'est vraiment essayer de diminuer la toxicité sans passer par des techniques invasives. Alors, une question que j'ai posée à beaucoup de chercheuses et chercheurs, est-ce que vous passez aussi beaucoup de votre temps à aller chercher de l'argent pour votre recherche? Parce que quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, oui, moi j'ai un labo de niche. Ça, je n'ai pas vraiment compris, parce que quand même, c'est capital ce que vous faites. Alors, l'oncofertilité, ça reste un domaine quand même qui est, oui, ce qu'on peut appeler une niche, parce que c'est quelque chose de très, très focalisé sur une certaine population et sur une certaine problématique. Qui n'a pas l'amplitude des recherches en oncologie en général, par exemple. Donc, vous avez des difficultés à trouver de l'argent? J'ai de la chance d'avoir effectivement la possibilité de trouver suffisamment d'argent pour que le labo fonctionne bien et qu'on soit bien reconnu internationalement. Maintenant, ça reste difficile. Oui, ça reste difficile parce que la reproduction, il y a peu d'appels ciblés sur la reproduction, par exemple, ou de fondations qui vraiment... Il paraît qu'aux États-Unis, certains labos, comme le vôtre, sont en train de disparaître. Est-ce que c'est exact? Alors, oui, et donc c'est un des sujets d'inquiétude, effectivement, parce que, justement, dans les secteurs niches, comme on les appelle, ce ne sont pas des grands laboratoires et qu'effectivement, si on priorise des grands laboratoires, ceux-là risquent de disparaître. Et aux États-Unis, la problématique, évidemment, de la nouvelle politique de la recherche qui exclut le mot « woman » dans les appels à projets, notamment, ou « gender », limite on ne peut pas mettre un autre mot, hein. Exactement, considérablement l'accès à la recherche dans ce domaine. Et donc, effectivement, on a beaucoup de laboratoires aux États-Unis travaillant sur la reproduction chez la femme qui... Et vous êtes inquiète aussi? Mais oui, on est inquiet pour le budget de la recherche, je dirais, en Europe en général, globalement. Et donc, si le budget de la recherche diminue, est-ce que les secteurs qui sont plus des secteurs niches vont survivre? Dans votre laboratoire, vous êtes combien, là, sous votre direction? Ça varie, mais on est une douzaine en moyenne, oui. Oui. Alors, question un peu utopique après cette crainte. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous pensez que toutes les femmes atteintes d'un cancer pourront préserver facilement leur fertilité? C'est notre objectif. Et donc, effectivement... J'ai dit 15 ans, 20 ans. J'espère que ce sera avant. J'espère que ce sera avant parce qu'il y a quand même des initiatives. C'est quand même un domaine qui est de plus en plus pris en considération. Donc ça, c'est le côté positif. C'est que on s'est rendu compte de l'importance de la reproduction pour les patients et pour notre société en général, je dirais, parce que c'est beaucoup plus large. Et donc, effectivement, maintenant, dans les procédures de prise en charge des jeunes atteints de cancer,
c'est un des points prioritaires dans les centres qui sont accrédités pour s'occuper de ces jeunes Alors, patients. vous faites de la recherche fondamentale. Est-ce que vos recherches, finalement, pourraient-elles un jour aider et protéger la fertilité dans d'autres situations, c'est-à-dire dans des maladies non cancéreuses? Mais oui, parce qu'évidemment, on fait les ponts avec d'autres recherches. Notamment, il y a énormément de recherches sur le vieillissement ovarien. Et donc, puisque les femmes font des enfants de plus en plus tard, c'est un sujet effectivement qui est très étudié. Et donc, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes dans lesquels on peut faire le lien. Et donc, ou des pathologies bénignes comme l'endométriose, dont on parle beaucoup également, qui touchent énormément de femmes. Et donc, tout ce qu'on étudie sur l'ovaire, dans une situation de stress ovarien, que ce soit par des traitements ou par des pathologies ou par un phénomène physiologique tel que le vieillissement, peut aider à comprendre l'ensemble de la problématique. Ben voilà en tout cas une conclusion optimiste, non? Je suis optimiste, il faut être optimiste en recherche, c'est important, sinon c'est difficile. Et persévérante aussi? Et persévérant, et jamais abandonné. Et déterminé, et motivé, oui. Donc je disais au début, vous étiez une pionnière et une guerrière. Ah, je pense que beaucoup des chercheurs, en tout cas qui passent sur vos plateaux, sont probablement des pionniers, des guerriers et des guerrières. Merci d'avoir été notre invité. Après la pause, Francesco Renzi, chercheur qualifié en biologie des micro-organismes au FNRS. Et nous parlerons d'une bactérie rare, mais ô combien dangereuse. À tout de suite.